Bonjour, bonjour, bienvenue au Café Synapse. Un bon petit café bien chaud, ça fait toujours du bien. Donc, en ce moment, je crois qu'il fait beau sur toute la France. C'est plutôt bien le beau temps. Espérons que ça nous aide à nous déconfiner. C'est pas gagné, mais bon, ça serait une bonne chose. Voilà, il fait beau, on peut pas trop en profiter, mais quand même, on est ensemble, on boit un café chaud, on boit quelque chose qui va nous décontracter, nous relaxer. Et aujourd'hui, on va vous parler de choses, on va voir, la mission de vie. Je ne sais pas si le mot vous dit quelque chose, si ça vous évoque quelque chose chez vous. On va essayer de creuser ce concept-là, de voir ce qu'il y a derrière. Et pour ce faire, je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis avec Jean-Charles. Voilà, Jean-Charles qui m'a rejoint. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi aussi, je suis très très content d'être là. Philippe, j'ai pris mon café. J'ai pris mon café aussi, mais on m'a dit que toi, tu avais un café qui était meilleur. Tu pourrais m'en passer un Ah, petit peu, s'il te plaît? je peux là. Ok, donc Voilà. merci. Voilà. Donc voilà. Euh, la mission de vie, je sais pas pourquoi j'ai proposé ce sujet. Peut-être qu'en fait, quand j'étais en maître Pratt PNL comme stagiaire avec Philippe Vernois comme formateur, peut-être que quand on a commencé cette section du cours, c'est parce que je me suis dit, allez, ça y est, ils ont fumé la moquette et ils sont en train de nous vendre un concept aussi fumeux que ce qu'il y a dans leur tête. Et c'est vrai que j'ai un petit peu douté à ce moment-là. Et puis après, les exercices qu'on a fait, les concepts, et puis ce que j'en fais aujourd'hui, et ce que j'en fais aujourd'hui dans le cadre thérapeutique classique, mais on peut même étendre la discussion au cadre thérapeutique, tout cadre thérapeutique confondu. Je pense que la plupart des gens qui viennent nous voir, euh, un arrêt du tabac. Bonjour, je viens pour arrêter de fumer. Très bien, on va travailler sur votre mission de vie. Ou sinon, tu sais, c'est ce truc, tu te lèves le matin, tu dois faire les courses, amener tes enfants à l'école. Bah alors, Philippe, tu dois amener tes enfants à l'école, et puis tu te dis, oh là là, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Est-ce que ça cadre avec ma mission de vie? Tu vois, la question qu'on se pose toutes les 10 minutes. Et on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? La mission de vie, mais non, c'est bon, quoi. Je travaille, j'ai des enfants, qu'est-ce que je vais faire de ça? Qu'est-ce que je vais faire de ça? Et tu as complètement raison. C'est pas quelque chose qu'on se pose toutes les 10 minutes, mais on devrait pratiquement. Euh, et c'est une question qu'on se pose quand ça va pas bien. Quand on va pas bien dans sa vie, quand on traverse une phase de transition, euh, ou qu'on se sent un peu bizarre, qu'on est un peu perdu, il y a des moments, c'est là le bon moment pour se poser cette question-là. Ouais, c'est clair. C'est le bon moment et c'est un moment, je dirais, où c'est essentiel de voir est-ce que ce que je vis correspond. Alors moi, j'adore ça. J'ai la chance de vivre mes rêves. Donc, est-ce que ce que je vis correspond à ce que je rêvais quand j'étais enfant? Est-ce que c'était la vie que je voulais avoir quand j'étais enfant? Et elle peut être totalement différente, cette vie, de celle que je rêvais quand j'étais enfant. Pour autant, je peux m'y sentir très bien. Je peux avoir développé une vie qui est meilleure à mes yeux que celle que je rêvais. Et d'autres fois, je peux me sentir que la vie que je rêvais, ben, je suis à côté. C'est pas ce que j'aurais voulu. Ben, du Et, coup, il y a une question que je me pose, Philippe. De temps en temps, on voit dans nos salles des personnes qui viennent se former et qui étaient dans un autre métier et qui ont fait un burn-out. Est-ce que on peut pas se poser la question, se dire, est-ce que le burn-out, c'est pas euh, quelqu'un qui est complètement en décalage avec sa mission de vie, qui est dans une voie sans issue, tu sais, on lui a vendu un paradigme avec lequel il est plus du tout OK. Et il y a son corps qui fait un stop et qui dit non, non, c'est fini, je veux plus aller dans cette direction-là. Souvent, pas toujours, mais bien souvent. C'est un peu ce que nous vendaient à une époque les écoles d'ingé, où ta vie, c'est ta profession, c'est ce que tu vas être. C'est là-dedans que tu dois te réaliser complètement. Et il y avait que ça comme objectif de vie, il y avait que la réalisation professionnelle. Et arrivé à 40 ans, arrivé à 40 ans, bon, à une époque, c'était le clash, et puis je partais.
quelqu'un avait tout perdu, souvent. Et il y a eu une époque où ils partaient élever des chèvres dans le Larzac. Maintenant, ça se fait plus. Les chèvres, ils en ont eu marre. Donc, faut dire que c'est pas gai, les chèvres, quand même. Il y a un autre paradigme qu'on avait en école d'ingénieur, aussi en école de commerce, dans les années 90, les années tapis, on te vendait un paradigme, il faut marcher sur la gueule de ton voisin aussi. On sortait de l'école de commerce on était des machines à faire du fric donc quelque part, aujourd'hui, moi j'enseigne en école de commerce, et c'est pas l'ambiance que je trouve. C'est pas Je, euh, c'est pas la ouais. tendance. C'est pas Je la crois que tendance. le public a maturé quand même. Les jeunes d'aujourd'hui sont moins cons que les jeunes d'avant, je dirais. Parce Et je crois qu'on est qu'aujourd'hui, les seuls à dire ça. Hein. ouais, je crois, ouais. Mais quand on les regarde, attends, avant, tu allais élever des chèvres à 40 ans. Aujourd'hui, ils partent faire de l'humanitaire à 18 ou à 25 quand ils finissent les études. C'est un décalage générationnel qui est fabuleux, quoi. Aujourd'hui, les jeunes ont compris que, ok, c'est important la réussite professionnelle, mais c'est important la réussite tout court de sa vie. Réussir sa vie tout court, c'est pas que réussir professionnellement. La vie, c'est pas que le professionnel. Après, on peut se poser une question, c'est la modernité de cette question. C'est-à-dire que est-ce que il y a une trentaine d'années, allez, on va dire, est-ce qu'il y a 50 ans, on se posait cette question, euh, en fait, on faisait ce qu'on nous disait de faire. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur, c'était un peu planifié par le commandant, par la commandante Tour, euh, et, euh, Ouais. et quelque part, on se posait quand même. Premièrement, je pense qu'on avait moins de possibilités, Oui. et deuxièmement, on fallait bouffer quoi. Ouais, Bouffer. fallait bouffer, fallait assurer sa famille et son futur familial. Il y avait un cadre. Mais c'est normal. Là, tiens, bah, je vais passer un peu la pyramide de Maslow. Non, c'est pas moi qui l'ai, je crois que c'est toi qui l'as, la pyramide de Maslow. Euh, J'en ai une version qui est un peu pixelisée, moi. Donc, si on peut mettre Maslow, là, ça peut être bien. Ou Loïc à la technique, que je salue fortement, qui assure comme une bête, s'il veut bien nous mettre la pyramide de Maslow. Voilà. Mais oui, c'est une question, la mission de vie, qu'on va pouvoir aborder, mais à partir du moment où le minimum légal, je dirais, de survie est atteint, quoi. On a d'abord des besoins de survie immédiat. Ouais, je voulais dire quelque chose. Juste un point pour que les détracteurs. Alors, la pyramide d'Abraham Maslow a été inventée dans les années 40 et est basée sur des concepts qui sont globalement dépassés aujourd'hui. Oui, Pour autant, dedans, les 5 niveaux apportent quelque chose d'intéressant. Donc, quand nous, on parle de Maslow, on n'est pas en train de vous dire qu'on est des religieux de la pyramide de Maslow, du tout. mais on utilise ce qu'il y a utilisé dedans. Oui. D'autant que les niveaux peuvent être concomitants. Là, dans la pyramide, ils sont les uns emboîtés au-dessus des autres, mais certains niveaux peuvent être concomitants à d'autres. Hein. Mais si je suis dans la survie, si je suis en train de faire manger ma famille, je vais moins me poser la question de l'estime de moi ou surtout de la mission de vie. Comment je peux réaliser mon être? C'est pas ma priorité immédiate. Donc il y a des notions de priorité, il y a des notions culturelles aussi qui rentrent en jeu, qui font que une fois que j'ai du temps pour penser à ce que je suis, je peux commencer à me poser la question. Si j'ai pas du temps pour penser à ce que je suis et si je suis dans un développement de survie, ça va pas être possible que je me pose la question si je suis en adéquation avec mes rêves, avec ma mission de vie, ou si je fais mieux que cela d'ailleurs. Il y a une question que j'aime bien là, dans ce qui est en train de défiler. Réussir sa vie n'est pas forcément réussir dans la vie. C'est marrant parce que donc réussir sa vie, Ouais. c'est ce Ouais. dont on est en train de parler en ce moment. Réussir dans la vie, moi personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire parce que j'ai l'impression que c'est lié à un référentiel externe, c'est-à-dire Oui. un référentiel
quelle voiture il faut avoir, quelle maison il faut avoir, quelle épouse il faut avoir, quel besoin et en fait réussir. C'était le publiciste là qui avait dit la Rolex à 50 ans, non, c'est ça. Oh, oh, c'est une horreur. Donc Sinon, t'as raté oui, ta on est vie. d'accord. On est d'accord qu'on n'est pas dans. En fait, Voilà. je crois que ce que chacun, la carte n'est pas le territoire. On va revenir à ça. Et chacun est responsable de sa carte du monde. Il y a, Donc, chacun voit sa réussite à sa porte, si ouais. je puis dire. Il y a une question qui dit comment réaliser sa mission de vie tout en nourrissant sa famille. Ben, c'est pas incompatible. C'est pas incompatible. Je vais vous proposer, pendant qu'on parle, je vais vous proposer de faire des petits exercices. Et un petit exercice, alors, on va continuer, c'est pas des exercices qu'on a fait ces derniers jours où on vous met en transe, tout ça. Pas forcément, mais je vais vous demander de prendre une feuille de papier, un crayon et de noter certaines choses. Et dans les choses que je vais vous demander de noter, par exemple, pendant qu'on parle et qu'on va essayer d'éclairer ce chemin-là, je vais vous demander de faire la liste. Par exemple, la liste de toutes les choses que vous aimeriez faire avant de mourir. Alors, je sais pas moi, est-ce que ça serait les mêmes choses que vous noteriez si on vous disait il vous reste 1 an à vivre ou si on vous disait il y a 10 ans à vivre? C'est une question intéressante de voir quelle serait votre priorité. Et donc, mettez les 5 choses que vous aimeriez avoir fait avant de mourir sur votre liste. Et faites-le pendant que la discussion. Puis je vous proposerai d'autres choses à noter sur des bouts de papier après. Alors, pour les zèbres, c'est fatigant hein, de toujours se demander à quoi on sert, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a envie de tout. Alors, à quoi on sert? À quoi on sert? Oui, oui, mais à quoi on sert? Ben, donc en fait, euh, on n'est pas en train de parler de à quoi on sert là. On est en train de parler de notre mission de vie. Notre mission de vie, c'est justement comment je vais considérer que j'ai réussi ma vie. Et je vais considérer ça au regard de qui je suis. Donc, certains d'entre nous, ce sera important de se poser la question, à quoi on sert? Parce qu'ils sont programmés comme ça, parce que maintenant, allez pas vous dire que c'est ça la mission de vie. Ce sera la mission de vie de certains profils, certains, on va dire, profils de valeur. Pour ne pas rentrer dans le détail, mais il y a des personnes qui vont avoir... il y a des gens qui sont très contents de réussir la vie seulement sur l'atteinte d'un niveau matériel. Et quelque part, qui sommes-nous pour leur dire qu'ils ont raté leur vie parce qu'ils ne sont pas allés vers l'essentiel, vers l'humain ou le machin. En fait, si eux, ils considèrent que ça c'est une réussite, bah, tant mieux pour eux. La réussite, c'est intimement personnel. Intimement personnel. Si moi, je pense avoir réussi, même si je ne sers à rien aux autres, c'est ça qui est important. On n'a pas une notion d'utilité. Mais certains peuvent l'avoir. Certains, c'est réussir, c'est apporter aux autres. D'autres, c'est pas apporter aux autres. D'autres, c'est eux, sur des critères matériels ou pas d'ailleurs. Ça peut être, je peux être un ermite et penser avoir réussi ma vie et n'avoir aucune interaction avec personne et penser avoir réussi ma vie. C'est intimement personnel. On a un protocole très très chouette qui s'appelle le Dickens. Tu le connais bien. Et Un de mes préférés. on nous amène dans une vie catastrophique d'un côté, et puis de l'autre côté, on part de la fin d'une vie. On part de la fin d'une vie idéale. C'est-à-dire qu'en fait, on est 10 minutes avant notre mort dans une vie idéale. Alors, il y a des gens qui disent, ah oui, ben, dans une vie idéale, je meurs pas. Non, c'est pas possible. Ça, donc, tu es 10 minutes avant la fin dans ta vie idéale. Et en fait, cet exercice mental, il est terrible parce que on voit très bien ce qu'on veut pas comme fin. Par contre, est-ce qu'on s'est posé la question de ce qu'on voudrait? Et c'est ça les questions que tu poses, en fait, Philippe, là, avec ton jeu. Qu'est-ce que je voudrais? Qu'est-ce que j'aurais voulu? Ben oui.
Quelle Ouais. capacité avons-nous? Il y a des gens qui ont beaucoup de moyens et qui n'arrivent pas à designer leur vie alors que Et matériellement, ils ont beaucoup de moyens, mais ils ne savent pas du tout faire cette ingénierie du désir au tout plus à haut fait, niveau. tout à fait. Et souvent, ce qui va nous dire, c'est nos croyances et nos valeurs sont des phares forts dans cet exercice-là. Je vois quelqu'un qui dit, c'est ce qu'on a fait qui est important. C'est ce qu'on a fait. Oui, pour certains, c'est ce qu'on a fait qui est important. Pour d'autres, c'est ce que l'on est qui est important. Et l'un n'est pas dominant de l'autre. Les deux ont raison. Réussir sa vie, c'est pas ce qu'on a fait, ça l'est pour certains, c'est ce que l'on est pour d'autres, et pour d'autres, c'est pas ce que l'on est, mais ce que l'on a construit familialement, ce qu'on a apporté au monde pour d'autres, c'est chaque fois différent. Et c'est nos responsabilités souvent, c'est nos actes souvent qui sont en jeu là-dedans. Donc savoir profondément ce que l'on veut, et ça c'est loin d'être clair. On sait plus facilement ce que l'on ne veut pas être, ce que l'on ne veut pas vivre, que ce que l'on veut réellement. Et je me souviens dans une formation d'une dispute entre stagiaires euh, sur, sur la maternité pour une femme. C'est-à-dire, en fait, il y a une stagiaire qui a affirmé au reste du groupe qu'on n'est pas vraiment une femme si on n'a pas eu des enfants à un moment donné. Donc, elle était en train un petit peu de pousser sa carte du monde. Ça s'est très, très mal passé, hein. Il a fallu faire une médiation, hein. De Mais temps en il y, temps, ça peut déraper. y a aussi cette confusion, la confusion entre les rôles de vie, qui sont des choses qui vont pas durer dans la vie. Si je suis père, que je suis mère, c'est un rôle, c'est pas une mission, c'est un rôle important, mais c'est un rôle, c'est quelque chose qui va perdurer longtemps, mais ce n'est qu'un rôle, parce que je ne suis pas que ça. La mission de vie, c'est quelque chose de plus profond, parce que si je suis un professionnel, je suis aussi père, je suis aussi autre chose dans mes loisirs, hein, je suis complice aussi, je suis amant, je suis mari. C'est des rôles, tout ça c'est des rôles. Et il y a des rôles périodiques dans la vie qui ne sont pas notre mission de vie. Il ne faut pas se focaliser sur un rôle périodique comme le fait d'être père, d'élever des enfants qui vont partir, qui seront grands, qui vont partir, qui vivront leur propre vie. Je resterai toujours leur père, mais pour autant c'est un rôle périodique. Et on a des rôles périodiques comme ça. Si vous avez plusieurs mariages, vous avez des rôles périodiques en tant que mari. D'où des dépressions de certaines mamans ou de certains papas qui voient que bah, ça y est, tout le monde est parti de la maison, tout le monde a fait sa vie et bah, je suis plus rien. Voilà, J'ai fini ma mission de vie et paf, un cancer et merde. c'est ça. Alors que c'est un rôle, et un rôle, il faut se préparer à l'abandonner. On n'a pas qu'un rôle, on en a plusieurs, et on passe d'un rôle à l'autre, et on en a plusieurs en concomitance. Mais si j'investis ce rôle de manière identitaire, et si je pense que c'est ma mission de vie que d'élever mes enfants, il va y avoir des problèmes à un moment. Ah, il y a un moment où ça va bloquer. Ouais. Ouais, Ouais. ouais, ouais, ouais. Et je ne sais pas si c'est bon pour mes enfants non plus, quoi. Je me pose, pour, pour la personne, ça pose problème. Après, pour les enfants, il y a moyen que ça en pose également. Une autre confusion générique dans la mission de vie, c'est la spiritualité. Est-ce que c'est une mission spirituelle? Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Et la spiritualité, qu'est-ce qu'on entend par le mot spiritualité? Est-ce que c'est une religiosité? Pour certains, oui. Pour d'autres, c'est une spiritualité adogmatique, un syncrétisme qu'ils ont fabriqué. Qu'est-ce que c'est que ça? Une mission de vie spirituelle peut l'être. Un moine qui se met dans une caverne, un bouddhiste qui vient s'isoler du monde, ou quelqu'un qui se met en haut d'une colonne pour méditer pendant 20 ans, c'est une mission de vie spirituelle, je le pense. Pour lui, c'est ça, mission de vie spirituelle. Mais une mission de vie, c'est pas lié forcément à la spiritualité. La spiritualité, quelqu'un qui est syndicaliste et qui s'investit énormément, ça peut être aussi de rénover la société, ça peut être des choses comme ça. Chacun fixe sa mission de vie à sa taille à lui, à ce qu'il veut lui. Et ça peut être une mission de vie pas du tout en interaction avec les autres. Et Euh, je pense que ce qu'on est en train de vivre, Philippe, avant que tu passes sur ton exercice, en ce moment, ça va remettre à jour pas mal de missions de vie. Parce que je pense que la phase dans laquelle on est une phase transitoire importante et je pense que c'est une bonne
une bonne question d'actualité de réfléchir sur sa mission de vie en ce moment et puis d'y réfléchir à l'aune du monde qu'on connaît avec enfin qu'on connaissait et qu'on va voir changer avec le coronavirus. Ouais, clair. Clair que ça va remettre beaucoup de choses en question. Et peut-être on va vous préparer une émission là-dessus, d'ailleurs, une émission sur, pas sur la mission de vie forcément, mais sur ce que vous êtes dans un sens encore plus large que ça. J'y cogite depuis un moment une émission spéciale qui durerait peut-être presque toute une journée, ou au moins 4 morceaux. On va voir si on peut faire ça. Un cours assez particulier sur votre destinée, peut-être. À voir. À voir. On ne sait pas. Alors, est-ce que vous avez fait votre liste? Au moins les 5 choses que vous vouliez si vous devez mourir dans un an. Et avec le coronavirus, certains peut-être peuvent se poser la question. Je ne vous le souhaite pas, restez confinés, restez chez vous. Mais c'est peut-être le moment aussi. Nos peurs vont nous servir de moteur, à nous dire, voilà, là où j'en suis, qu'est-ce que c'est que je voudrais absolument avoir fait? Et si c'est dans 10 ans, c'est dans 10 ans. Si c'est dans 20 ans, c'est dans 20 ans. Mais qu'est-ce que je voudrais absolument avoir fait? Après, j'ai une autre question pour vous. C'est quoi les valeurs qui sont essentielles pour vous? C'est quoi vos valeurs essentielles? C'est quoi que vous voulez absolument, qui est la numéro 1 pour vous, dans votre cadre familial, dans votre cadre professionnel? C'est quoi la valeur, la chose qui vous nourrit le plus? Ça, j'en aurais besoin. Mettez-en 4, 5. 4, 5. Alors, peut-être, Jean-Charles, tu peux nous dire un mot sur les valeurs, parce que les valeurs, c'est toujours des choses assez ambiguës. Clarifions un peu. Alors, une valeur, c'est quelque chose qui va être important pour vous et difficilement contournable. Je dis difficilement contournable et je ne dis pas incontournable. Donc, une valeur, c'est quelque chose qui est très très proche de votre identité. Vous avez un système de valeurs. Il y a des valeurs que vous connaissez de vous-même et puis il y a des valeurs que vous ne connaissez pas de vous-même. Et en fait, vos valeurs vont piloter votre inconscient vu que ce sont vos valeurs qui sont les déclencheurs dans vos émotions. Donc, comment vous faites pour savoir que quelque chose est un critère pour vous, est une valeur pour vous? C'est simple. Quand il se passe quelque chose, une valeur est touchée et que derrière, vous avez une émotion et une émotion forte, ça veut dire qu'il y a une valeur qui est en jeu. À chaque fois que vous avez une émotion, il y a une valeur qui est en jeu. Donc, on a un système de valeurs. Et moi, par rapport à la mission de vie, il y a un film que j'aime bien, c'est le film Lincoln de Spielberg. Je ne sais pas si tu l'as vu, Philippe. Je ne Dans l'ai ce pas. film, en fait, c'est pas la vie de Lincoln, c'est juste la phase politique où Lincoln se donne comme objectif l'abolition de l'esclavage. Alors là, pour le coup, on est devant une mission de vie de haut niveau dans la pyramide de Maslow et surtout, je le fais pour les autres. Quoique, à partir du moment où je fais les choses pour mes valeurs, je Est-ce que je considère que le fais seulement pour je le fais plus pour les autres, je le fais pour moi. Mais ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il a son objectif, sa mission, il veut vraiment y arriver, et pour y arriver, il trompe, il soudoie, il fait chanter, bref, il bafoue toutes ses valeurs. C'est-à-dire que il fait tout ce que ses valeurs l'auraient empêché de faire. Sauf que, comme il a un objectif qui est au-delà de ça, eh bien, c'est très Mao, hein, qu'importe que le chat soit noir ou gris, pourvu qu'il attrape les souris, la fin justifie les moyens. Et du coup, il faut qu'il ait 230 voix au Congrès et il a 230 voix plus une à la fin, grâce au fait que il a fait chanter des gens, il a bafoué toutes ses valeurs. Donc, il y a cette notion de valeur et puis il y a cette notion d'anti-valeur. C'est-à-dire que j'ai des valeurs que je porte, qui sont importantes pour moi, et peut-être que ces valeurs vont m'empêcher de faire ma mission parce que ce sont des anti-valeurs. Et j'ai pas mal de stagiaires qui, quand ils travaillent sur leurs anti-valeurs, découvrent des choses
Je dis, mais ça, c'est une partie que j'aime chez moi, c'est important. Et oui, et qu'est-ce que tu vas faire par rapport? Renonce à ta mission. Alors, vu que tu veux pas renoncer à ta valeur, ben non, je veux pas. Et du coup, euh, conflit. Je sais pas comment je vais faire, je sais pas comment je vais. euh, alors bon, après on a des outils pour déstabiliser les valeurs, c'est bien. Du coup, bon, Assez ça c'est efficace. quelque chose on- euh, le maître Prat PNL, il arrive que on ait les yeux humides. Voilà. Euh, Ça arrive souvent. Et c'est une bonne chose, il n'y a pas de changement sans émotion. Si ça pique pas, si vous n'êtes pas touché émotionnellement, ça reste dans l'intellect et il ne se passe rien. N'oubliez pas cette phrase. Un imbécile qui marche va 10 fois plus loin que 10 intellectuels assis. Donc marchez, changez-vous émotionnellement. Je vois, et ne vous mentez pas. Il y a une réalité. Nous sommes les plus grands menteurs de la Terre. Ceux qui me connaissent savent que c'est un leitmotiv chez moi. Nous sommes les plus grands menteurs de la Terre. Et la personne à qui nous mentons le plus, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Donc, ne vous mentez pas, dites-vous les choses. Si c'est l'empathie qui est une valeur importante pour vous, je veux travailler dans un cadre empathique. Vous mentez. Si c'est l'amour qui est une valeur importante pour vous vous mentez. C'est l'amour pour qui? Pour vous, que vous portez aux autres, ou l'amour que vous recevez? Parce que ça, c'est pas la même chose. Et si vous me dites les deux, non, il y en a un qui est dominant, un que vous préférez. Donc ne vous mentez pas. Si c'est l'amour, et ça peut être l'amour, c'est pas l'amour de manière universelle. Non, non. Il faut aller plus loin, plus bas. Qu'est-ce que ça nourrit chez vous? C'est quoi votre besoin? Et tant que vous ne toucherez pas à votre besoin essentiel, vous serez dans ce mensonge. Donc, ne vous mentez pas. Dites-vous la vérité, même si elle est dure à entendre de votre part. Et ça, un pénéliste se dit toujours la vérité. Et des Moi, fois, ça pique. La vérité. j'aime bien cette expression. Quelle est la définition d'un égoïste? Un égoïste, c'est quelqu'un qui pense pas à moi. Je l'aime bien aussi. Et quelque part, c'est vrai que si on veut vivre dans l'amour, mais, euh, euh, mais je veux que les autres m'aiment. C'est Aimer ça. les autres, je m'en fiche, mais je veux que les autres m'aiment. Mais non, Euh, si tu veux que les autres, si c'est important pour toi qu'on t'aime, le délègue pas aux autres. Fais-le toi-même. On en est tout à fait capable. Mm. S'aimer soi, c'est la clé importante. L'estime de soi, l'amour de soi, la confiance en soi, c'est la chose. Vous allez vivre toute votre vie avec quelle personne? Avec vous-même. Comment peut-on ne pas se faire confiance? Vous habiteriez, vous, avec quelqu'un, un colocataire avec qui vous ne faites pas confiance? Alors, décidez une fois pour toutes de vous faire confiance. Et tant pis si vous faites des conneries, on en fait tous. Et c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on s'amuse. Et ouais, Pardon, j'ai vu un message de Manolo, tu vas réagir dessus, tu vois. L'humilité, non, l'humilité. je ne le ferai pas ici. L'humilité est le pire des mensonges qui soit, c'est le manque de générosité. Mais tu le sais, quand je me rappelle d'un débat où je t'ai démontré la chose, quand on était en maître praticien, Alors, me semble. l'humilité, c'est le meilleur atout de votre concurrent. Votre humilité est le meilleur atout de votre concurrent. Voilà. Soyez généreux, montrez vos talents, Voilà. ne les cachez pas. Soyez généreux, que les autres puissent vous modéliser. Vous êtes doué, vous avez des talents, laissez les autres vous modéliser. Et si vous êtes humble, ah, c'est pas moi. Vous ne reconnaissez pas vos performances, vous ne reconnaissez pas vos capacités, vos talents. Et votre estime de vous, elle empathie. C'est quoi l'opposé de l'humilité? L'humilité, l'opposé, je vous laisse y réfléchir. Ça serait quoi l'opposé? Quelqu'un peut me le dire sur le forum? C'est quoi? La prétention. Alors, si le balancier de l'humilité, il est là, si la prétention, c'est son opposé, c'est pas la voie du milieu. La voie du milieu, c'est la voie juste. Ça, je le dois à moi, ça, je le dois aux autres. Oui, Voilà. c'est une Non, phrase l'ego, c'est que. encore autre chose. Alors, on peut renoncer à son humilité sans tomber dans la salconitude. La Ah oui, salconitude, oui, c'est un tout terme à que j'ai inventé, j'assume. fait, juste. On peut ne pas être humble sans devenir un salcon. Voilà. On n'est pas obligé d'être un sale con, mais on peut montrer aux autres ce qu'on sait faire. On peut montrer aux autres nos talents.
Et c'est comme ça que la PNL progresse. La PNL, elle progresse parce que les gens qui ont des talents les montrent aux autres et qu'on peut les modéliser. Et chaque fois, rajouter sa créativité. Chaque fois, aller au-delà, progresser. Et c'est comme ça que l'humanité progresse. Avec des leaders, avec des gens qui inventent des choses, qui les partagent avec les autres. Mais si je suis humble et que je dis, c'est pas moi, mais vous comprenez, moi, je sais pas, je ne me reconnais pas mes talents et je ne reconnais pas les talents des autres. Si l'autre, il a gagné quelque chose, il a réussi quelque chose et que c'est, ah oui, mais il a eu de la chance, et vous l'insultez. Oui, l'orgueil, c'est l'opposé. Et donc, si c'est l'opposé, c'est pas la voie du milieu, l'humilité. La vanité, tout à fait, c'est l'opposé aussi, c'est un autre mot pour ça. Donc, soyez juste, ne soyez pas humble. Parce que qui c'est qui vous prêche l'humilité? Qui? Les politiques, les religieux, les dogmatiques. C'est eux qui tiennent ce discours de l'humilité. Ça leur sert peut-être à quelque chose. Posez-vous la question. Soyez dans la voie du milieu, la voie juste. Soyez juste avec vous-même, juste avec les autres. Et on peut renoncer à son humilité sans renoncer à la notion de feedback, d'amélioration. Surtout Enfin, je trouve nécessaire. Une phrase fantastique, c'est « Je suis quelqu'un de formidable qui a encore beaucoup à apprendre ». Voilà, cette phrase-là, « Je suis quelqu'un de formidable qui a encore beaucoup à apprendre », je trouve que c'est à la fois le fait que je renonce à une forme d'humilité et à la fois ah bah c'est bon, je suis arrivé, c'est Non. tranquille, pépère. Non, non, je continue à travailler et à aller vers mes objectifs. Dites-vous là cette phrase-là. Dites-vous là. Je suis quelqu'un de formidable et j'ai encore beaucoup à apprendre. C'est merveilleux. Ça ouvre les portes. On se fait confiance et on découvre un monde qui est un monde de richesse dans lequel je peux apprendre. La connaissance est disponible. À ce sujet, regardez, je voulais vous partager quelque chose. Je ne sais pas du tout si ça marche ce que je fais. Voilà. Je vous propose ça. Regardez. Dans ce schéma, ça vous permet de voir si vous êtes au centre, c'est que vous êtes en équilibre entre trois sphères. Ce que vous aimez faire, vos talents aussi, ce pourquoi vous êtes doué. Et c'est important de les identifier. On va y venir. La prochaine question que je vais vous poser, ça sera celle-là. Quels sont vos talents? Qu'est-ce que vous savez faire et que vous faites particulièrement bien? Ça peut être des crêpes, mais ça peut être aussi d'autres choses plus sophistiquées, plus professionnelles. Quoique les crêpes, c'est très professionnel aussi. Certains vivent juste en faisant des crêpes. Et c'est fabuleux parce que c'est un art. Tout à fait. Ce dont le monde a besoin, c'est-à-dire ce que je peux apporter à l'extérieur de moi, souvent, ça peut me remplir. Alors, pas tout le monde, mais ça peut me remplir. Comme il faut vivre ce pourquoi je suis payé. C'est important ce pourquoi je suis payé parce que j'ai besoin de subvenir à mes besoins alimentaires. Et là où se rencontrent ces trois sphères-là, si c'est un sentiment de complétude, c'est au milieu, c'est-à-dire que vous vivez de votre passion. Vous vivez de votre passion en ayant du sens, parce que vous pouvez faire vivre les vôtres autour de vous, vous pouvez exprimer vos talents, vous aimez ce que vous faites et vous apportez quelque chose qui est utile. Si il vous manque une de ces sphères-là, et posez-vous la question où vous vous situez aujourd'hui dans ces sphères-là. Alors, ce modèle s'appelle Ikigai. C'est difficile à prononcer pour moi. Ikigai. Et ce modèle-là, posez-vous la question. Voilà, ça, c'est un exercice à faire après, à réfléchir sur où vous en êtes dans ces trois sphères-là. Où vous êtes dans quel centre d'équilibre. Vous aurez ça sur le replay. Donc, je vous propose maintenant de faire la liste de vos passions, des domaines où vous êtes doué. Mettez les 2, 3, 4 domaines, si vous en avez plus, tant mieux. Vous en avez sûrement plus de toute façon, mais là, on n'a pas beaucoup de temps, dans lesquels vous êtes doué. Et mettez-les là, sur votre papier. Donc, on a déjà vos valeurs, quelques-unes de vos valeurs, ce pourquoi vous êtes doué et ce que vous aimeriez avoir fait, réalisé, vécu. Parce que ça peut être juste du vécu, ou lu, avant la fin de votre vie. Donc, ce modèle-là, il vous permet
de savoir où vous vous situez et qu'est-ce qui reste à compléter, vers où vous orientez. Alors, c'est pas à lui seul, il vous donne un équilibre de vie. Il n'est pas votre mission de vie, ce modèle-là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Hein. Oh, j'aime beaucoup parce que, en fait, oui, tu peux Ah, le pardon. remettre, Ouais. Loïc. Oui, Philippe, tu peux le remettre, c'est bien. Ah, Je trouve que, en fait, il présente quelque chose. Moi, j'aime bien ce qui est en équilibre. J'aime bien la passion, c'est bien, mais la passion, c'est pas équilibré. ouais. Et quelque part, je trouve que après, on n'est pas obligé d'attendre toute une vie pour construire quelque chose comme ça. Voilà. Moi, j'ai des exemples de personnes qui ont 22, 23, 24 ans et qui construisent de manière équilibrée sur ces 4 sphères. Et c'est des exemples pour moi, parce que moi, j'ai attendu, allez, 40 ans. Bon, c'est ma formation PNL, mais, euh, mais quelque part, je pense on peut construire équilibré dès le début. On peut faire l'ingénierie. Il y a un message là sur le. C'est Dorothée qui dit: J'ai plus envie de travailler, je fais comment? Alors, moi, je crois que le mot travail a des origines. Je crois qu'il y a ce côté tripalium, instrument de torture ou labeur, laborare. Euh, et puis il y a ce cadre judéo-chrétien. On a été jeté du paradis et puis on doit Ah, travailler. mais ça revient. J'enlève le truc, ça revient. En fait, je crois que, enfin, moi, j'ai pas la sensation de travailler. Euh, alors, j'ai mis du temps pour trouver. Je ne sais pas si toi, tu as la sensation de travailler euh, au sens pénibilité. Mais je sais que je produis de la valeur, par contre. Puis de C'est pas temps en mal. temps, je fais des trucs qui me plaisent pas. Voilà. Il y a quand même des trucs qui me plaisent pas et que Ah, je continue à faire. comme dit Robin, Euh, le sale boulot comme la comptabilité, par exemple, je sais que moi, j'aime pas bien, que tu n'aimes pas bien aussi, mais il faut le faire. Il faut le faire, le sale boulot. Pour autant, et moi, j'ai travaillé dans ma vie, ouais, j'ai travaillé. À l'âge de 13 ans, on m'a pris de l'école et on m'a amené sur un chantier. J'ai pas compris ce qui se passait. J'ai pas du tout compris. On m'a donné une pelle, une pioche et on m'a dit de faire des tranchées. Là, je peux dire que pendant quelques années, j'ai travaillé. Ça ne me plaisait pas. Mais ça m'a énormément apporté, c'est vrai, des valeurs. Les gens avec qui j'étais avaient des valeurs fabuleuses. Ils m'ont enrichi, ils m'ont formé, m'ont appris à avoir ces valeurs. C'est des gens très durs, mais qui m'ont beaucoup, beaucoup apporté. Et pendant des années, j'ai fait des trous dans la terre avec des pelles et des pioches. En sachant une chose, c'est à me sortir de là. Et quelques années après, j'ai pu m'en sortir. Je suis parti avec un sac à dos. Je suis parti voyager sur la planète, loin. Et puis j'ai construit une autre vie après. Et pendant que la journée je faisais la pelle à la pioche, à midi, ben, j'étudiais. J'étudiais et je me suis bâti une vie où je me suis juré de ne plus jamais travailler. Et je n'ai plus jamais travaillé à partir de là. À partir de l'âge de 22 ans, je n'ai plus jamais travaillé dans ma vie. Je vis ma passion. Avec un principe, j'ai la chance d'avoir une grosse confiance en moi qui a été bâtie par ma mère, par mes parents. Avec un principe, si je me lève un matin et que j'ai pas envie d'aller travailler, que c'est pas ça mon travail, j'ai plus envie. Et si ça dure une semaine, ben je change de métier. Et j'ai changé plein de fois de métier dans ma vie. Et je n'ai toujours vécu que des passions. Ce qui nous anime, c'est la passion. Si ce que je fais ne me passionne pas, je passe à autre chose. J'ai changé de métier tous les 5 ou 7 ans maxi, c'est ce que j'ai fait dans mes métiers. Ça fait combien de temps que Synapse existe? Longtemps. Ça doit faire une quinzaine d'années maintenant. Mais j'ai changé de métier à l'intérieur. Synapse est parti d'une expérience, juste Virginie et moi.
où on a abandonné notre carrière pour se consacrer à ce qui nous passionnait. Avant, ça nous passionnait aussi. Et là, du coup, on avait trouvé quelque chose qui nous passionnait encore plus. Donc, on est parti par là. Et puis on a eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, parce qu'on avait fait ça pour travailler moins et on a travaillé beaucoup. Mais Philippe, je me rappelle d'une conférence que… C'est fabuleux. Philippe, je me rappelle d'une conférence que tu avais fait en Tunisie où tu avais développé les 4 profils pour justement pour gagner sa vie. Parce que c'est une question, c'est bien beau de parler de sa mission de vie. Si nous, devant nos stagiaires, on parle de la mission de vie et on ne donne pas des clés pour trouver des solutions pour continuer à faire bouillir la marmite et être dans sa mission de vie. Et moi, je crois qu'on nous a fait croire pas mal de choses dans le système éducatif d'abord. Déjà, on nous a fait croire que le travail était libérateur. Donc, travaille et tu vivras. Si tu veux devenir riche, trouve autre chose. Autre chose, oui. Hein, j'ai entendu le dire une fois et ça m'a marqué cette fois-là. Donc, quelque part, et puis on nous a vendu une sécurité du travail. Et tu insistais là-dessus dans cette conférence. On nous a vendu une sécurité du travail qui a marché jusqu'à dans les années 90. Et depuis les années 90, c'est terminé. C'est-à-dire que le contrat qu'on passe, soit salarié et le plus formé possible, et tu auras la sécurité du travail, c'est fini, il ne fonctionne plus ce contrat. Et puis la vie, alors pour moi on n'en a qu'une, mais c'est celle qu'on vit. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres après ou pas, mais cette vie-là, c'est le cadre d'expérience, c'est le cadre où je peux, pendant ce laps de temps, vivre plein de choses, faire beaucoup d'expériences. Donc, je vois quelqu'un qui me dit, je me reconvertis tous les 5 ans, mais c'est génial, c'est génial. Vous imaginez, moi, ça me fait très peur. Si je devais faire le même métier toute ma vie, de l'âge de 20 ans à l'âge de 60, ce serait angoissant. Il faut changer, il faut vivre d'autres expériences, même au sein de même. C'est le modèle qu'on a. C'est le modèle qu'on a de par nos parents. On a beaucoup d'entre nous, on a des parents qui ont fait la même chose toute leur vie. Oui. Mais aujourd'hui, on est dans une autre société. On a accès à de l'information plus facilement. Après, c'est des peurs qu'il nous faut gérer. C'est des choix qu'il nous faut faire. Et les peurs sont bloquantes. Ce qui nous limite le plus, c'est nos peurs. C'est nos peurs, c'est pas nos capacités. Les capacités, vous en avez plein. Mais analysez vos peurs. Tenez, je vous propose un modèle. Là, je ne sais pas comment revenir à ça. Voilà. Je vous propose d'analyser ce que vous vivez actuellement. Je ne parle pas du coronavirus, hein, mais je parle de avant le coronavirus et après le coronavirus. Si vous voulez savoir si vous êtes en adéquation avec votre mission de vie, ça peut vous aider. Ça correspond aux questions qu'on a vues jusqu'à présent. C'est-à-dire, analyser dans la première case, en gros, le contexte de ce que vous vivez. Qu'est-ce que vous vivez? Juste factuellement, ce que vous vivez. Quelles émotions vous vivez dans ce contexte-là? Est-ce que ça vous correspond? Si oui, tant mieux. Vous n'avez pas à aller plus loin. Quelles émotions vous voudriez vivre? Par contre, si vous voyez une petite amélioration à y apporter ou beaucoup d'amélioration, quelles émotions vous voudriez vivre? Suivez les flèches. Et puis enfin, définissez le contexte que vous voudriez vivre. Alors, ça peut être juste professionnel, mais ça peut être plus large. Ça peut être l'ensemble de votre contexte de vie. Quelqu'un me dit, et vos parents n'ont pas raté forcément leur vie? Bien évidemment qu'ils n'ont pas raté leur vie. Aucun problème. Ils l'ont vécu en fonction de leurs critères à eux. Et s'ils les ont accomplis, tant mieux leurs critères. C'est toujours un point de vue subjectif, de soi à soi, et uniquement de soi à soi. Le point de vue des autres sur nos objectifs de vie, notre mission de vie, il n'a aucune importance. Il n'y a que soi. Voilà. On me dit les croyances limitantes, les peurs et les autres sont parfois difficiles à gérer. C'est clair. C'est les choses les plus implantées en nous. C'est les choses les plus vous voyez, dans les cases du milieu, vous avez les antivaleurs dont on vous a parlé tout à l'heure. Quelle antivaleur vous vivez que vous ne voudrez
pas vivre. Et quelle valeur vous voudriez vivre à la place dans la case au-dessous? Et du coup, dans l'autre case, les croyances négatives. Quelles sont les croyances négatives que vous avez sur vous qui vous empêchent, ces croyances limitantes? Quelles sont ces croyances négatives que vous avez sur vous, en vous, qui ne sont pas forcément les vôtres, qui peuvent avoir été projetées? Mais on verra, ce n'est pas un cours sur les croyances là. Donc, ces croyances négatives, notez-les dans cette case-là. Les principales, celles qui vous bloquent, sans vous mentir. Et qu'est-ce que vous voudriez comme croyance à la place? Parce que déjà, le fait de formuler une croyance de remplacement, celle que vous voudriez à la place, ça va vous donner un coup de pied. Ça va vous permettre de dire, elle existe, elle est possible, je peux le faire, je peux y accéder à ça. Et puis votre rêve, qu'est-ce qui se dégage de tout ça? C'est quoi votre vie, celle que vous voudriez vivre? Votre rêve, rêvez-la votre vie. Les rêves, c'est notre moteur, c'est ce qui nous porte. Alors, non, les croyances, je vois un message, les croyances sont compliquées à mettre en l'air. C'est une croyance limitante. C'est-à-dire que vous avez des croyances limitantes sur vos croyances limitantes. Ça, c'est l'exemple type d'une croyance limitante. Donc, Patricia, pose-toi la question, qu'est-ce que tu aimerais croire à la place de ça? Qu'est-ce que tu aimerais croire à la place de ça? Qu'est-ce que vous préféreriez croire? Je ne sais plus si on tutoie ou on vous voit. C'est pas important. On est au café ensemble, on peut se tutoyer. Qu'est-ce que tu aimerais croire à la place de ça? Je peux changer mes croyances. Tiens, mais est-ce que ce serait mieux ça? Si je m'en donne les moyens. Ah tiens, c'est pas mal ça. Qu'est-ce que tu mettrais à la place? Donc, en fait, là, moi, je voulais rebondir sur le rêve aussi. On nous a beaucoup dit, moi, c'était une phrase de mon papa, qui est quelqu'un de très très bien, un grand travailleur. Il disait, tu sais, Jean-Charles, il faut pas rêver dans la vie. Voilà. Et voilà. Tout ça pour arriver à Synapse et à dire aux gens que le moteur principal qui vous permettra d'avancer, c'est d'utiliser votre rêve. Et après d'agir. Parce que là où il avait raison, c'est que si tu fais que rêver, eh ben, tu as rêvé. Et le rêve sans l'action, c'est le moteur. Je ne suis plus là. Non, désolé, c'est moi qui ai fait une fausse manœuvre. Là. Ouais, tac. C'est la phrase forte de mon développement, là, Philippe. Désolé, je suis désolé. Le rêve sans l'action, c'est le moteur de la frustration. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas agir, surtout ne rêvez pas. Surtout ne rêvez pas parce qu'en fait, vous allez être frustré. Donc, revenons à cette histoire des idiots qui marchent, qui vont plus loin que… En fait, des idiots qui marchent et qui ont rêvé avant, iront toujours encore plus loin. Donc, du rêve et de l'action. Voilà. Il l'a fait. On ne lui avait pas dit que c'était impossible, donc il l'a fait. Alors, mais si vous croyez que c'est impossible… Concrètement, c'est quoi une anti-croyance? Alors, ce n'est pas une anti-croyance. Attendez, je vais essayer de vous remettre ça. Il y a les croyances et les croyances limitantes, croyances positives et croyances négatives. Donc, croyances aidantes, je peux atteindre des résultats si je m'en donne les moyens. Voilà, ça c'est une croyance aidante. Croyance limitante, je suis coincé et il faut absolument que j'échoue 10 fois avant de réussir quelque chose. D'accord? Ça, c'est une croyance limitante. Et on a les valeurs et nos anti-valeurs, c'est-à-dire les valeurs, ce qui est important pour nous, mais qui ne nous permettra pas d'aller vers notre objectif. Et n'oubliez pas qu'une croyance est autoréalisatrice. Si je crois que je ne peux pas le faire, je ne vais pas arriver à le faire. Et si je crois que je peux le faire, ben j'augmente faramineusement mes chances de le faire. Merci, Émile Coué. Oui. Vous savez, je vais faire une aparté sur Émile Coué. Émile Coué, c'est un Français. C'est quelqu'un qui est vénéré, mais je dis bien vénéré, partout sur la planète. En Russie, à 2 pas de la place rouge, vous avez une statue d'Émile Coué. Au Japon, il y a aussi une statue d'Émile Coué. Aux États-Unis, quand il est allé à New York, il a été reçu comme un chef d'État, avec défilé sur la 5e avenue, confetti jeté depuis les fenêtres des buildings. En France, on a tendance à dire « Oh, c'est la méthode Coué, c'est un imbécile ». Non, c'est le père de toute la pensée positive moderne.
La plupart des thérapies modernes qui développent cette pensée viennent d'Émile Coué. Il est reconnu comme un génie hors du commun, un immense apport à l'humanité sur toute la planète, sauf en France. Pourquoi? Il était pharmacien, pas médecin. Donc en France, il ne compte pas. Partout ailleurs sur la planète, Coué est vénéré comme un génie hors du commun. Donc, rendons-lui à César ce qui est à César. Là, sur les partages, j'ai vu pas mal de gens dire j'ai fait beaucoup de métiers, je suis passé dans. Et on félicite. Et c'est vrai que Philippe a fait beaucoup de métiers. Moi, j'ai fait beaucoup de métiers. Et quand je montrais mon CV à un patron américain, quand j'étais dans le business, il adorait. Il disait, c'est super, ce mec, il a fait plein de choses. Et quand je le montrais à un patron français, il disait, ah ben voilà, un instable. Voilà. Et quelque part, la versatilité, être versatile, c'est pas un adjectif, un qualificatif très positif en France. Quelqu'un qui est versatile, c'est quelqu'un en qui on ne peut pas faire confiance parce qu'il change tout le temps d'avis. En anglais, quelqu'un qui est versatile, vous le mettez à Moscou, à New York, sur la Lune ou sur Mars, il s'en sortira. Il trouvera des solutions. Donc en fait, aujourd'hui, quand vous présentez votre métier, ah ben voilà, je suis thérapeute. Quand est-ce que tu as appris l'hypnose? Ben, j'ai appris l'hypnose il y a 5 ans. Ah oui, il n'y a que 5 ans. Et les gens ne vous prennent pas au sérieux. Ben, en fait, premièrement, c'est à vous de vous prendre au sérieux. C'est-à-dire que c'est pas le temps qu'on a passé dans un travail qui va faire notre compétence. C'est l'énergie qu'on y a mis. C'est l'énergie, la quantité d'énergie et l'investissement qu'on y a mis. Et investissez-vous pendant 2 ans et vous verrez que vous deviendrez un bon professionnel dans quelque chose. Soyez passionné et allez à fond dans ce que vous êtes. Allez à fond, croyez en vous et allez à fond dans tout ce que vous êtes. On parlait de travail. On n'a pas besoin de travailler. On a besoin de gagner de l'argent pour faire vivre sa famille, pour faire vivre des siens. C'est pas la même chose que travailler. Vivre de sa passion, nous, c'est ce qu'on enseigne. Nous, c'est ce qu'on prône. Et on peut très bien y arriver. Et c'est pas plus compliqué qu'autre chose. Mais souvent, vous faites des choix qui sont des choix plus pas les vôtres, d'autres choix. Et c'est ça que ce travail va vous permettre de faire, d'y voir clair. Et si la case est trop petite, prenez une feuille à côté qui remplacera la case. C'est aussi simple que ça. Il y avait cette phrase, si vous n'avez pas d'objectif pour vous-même, vous prenez le risque de devenir l'objectif de quelqu'un d'autre ou le moyen d'un objectif de quelqu'un d'autre. Donc, ayez des objectifs. Et soyez-vous. Soyez-vous. Votre vision à vous. Posez-vous la question, si j'ai une croyance limitante, d'où elle vient? Est-ce qu'elle est à moi? Est-ce que je l'ai héritée familialement? Est-ce que c'est d'autres qui l'ont projetée sur moi? Et souvent, vous apercevrez qu'elle n'est pas à vous. Et si c'est une croyance que vous avez vécue, que vous avez déduit de ce que vous avez vécu, regardez pourquoi vous avez toujours vécu les mêmes schémas qui ont amplifié cette croyance. Et si vous changez ce schéma-là, si vous changez cette croyance, vous changez le schéma. Les croyances, c'est du papier, c'est des mots. Donc les mots peuvent être forts et nous porter, ou les mots peuvent nous détruire. Donc choisissez quels mots vous voulez utiliser, et dans ces mots, gérez votre motivation. Votre motivation, vous allez la trouver là-dedans, dans vos valeurs, dans vos croyances. Et c'est elle qui va vous porter. Définissez ce que vous voulez et donnez-vous les moyens. Parce que souvent, ce qui pêche, c'est pas votre vision, mais c'est les moyens que vous vous donnez pour l'accomplir. Donc, je vous le remets pas une fois de plus, mais vous pourrez revoir la vidéo pour la voir plus. Et justement, je vais vous demander un petit exercice, là maintenant, un dernier à écrire. Je vous ai demandé de faire la liste de vos talents, il me semble, des choses pour lesquelles vous êtes doué. Maintenant, je vais vous en demander un 5e. Je vais vous demander d'écrire des phrases jusqu'à tomber sur une phrase de ce que vous voulez, de votre vision, de ce que vous voulez pour vous. Peut-être pour le monde, pour certains. C'est quoi votre adéquation au monde? C'est quoi que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez être dans ce cadre-là? Écrivez-le. Écrivez des phrases fortes. Lâchez-vous. Il n'y a personne. C'est que pour vous. Il n'y a que vous qui allez les lire. Autorisez-vous juste
à sortir vos émotions et ce que vous voudriez, votre rêve. Ça serait quoi? Écrivez des phrases. Alors, les premières qui vont sortir ne seront pas forcément les bonnes. Petit à petit, vous allez vous lâcher. Plus vous allez écrire, plus vous allez vous lâcher. Et à un moment, il y en a une qui vous bouleversera. Il y en a une, je vais essayer de, hop, voilà, de vous mettre ça. Il y en a une qui vous bouleversera. Il y en a une qui vous donnera les larmes aux yeux. Et cette phrase que vous avez écrite de votre mission de vie, ce que vous voulez être, faire, je ne sais pas. Ça peut être de l'être, ça peut être du faire. C'est pas important, ça peut être les deux. Ça peut être autre chose aussi. À un moment, vous sentirez émotionnellement que c'est la bonne et que c'est ça. C'est important pour vous. Alors, ça ne sera pas la seule, peut-être il y en aura d'autres. Mais c'est celle-là qui est importante pour vous. Quand vous aurez les larmes aux yeux de ce que vous écrivez et que ça vous fera mal à écrire parce que quelque part, vous n'y avez peut-être pas droit. Quelqu'un, mais a pu vous le dire. Vous estimez que, mais ça ne vient pas de vous. S'il n'y avait pas droit, ça ne vient pas de vous. C'est quelqu'un qui vous limite. Vous avez le droit. Vous avez tous les droits. Écrivez tout. Voyez tout. Projetez-vous dans tout. Cette phrase-là, elle sera difficile à écrire parce qu'elle va vous remuer émotionnellement. Et celle-là, mettez-la dans une poche, vous la pliez, vous la mettez dans une poche avec vous. C'est ce que recommandait Émile Coué. Et vous la lisez tous les matins. Et cette méthode-là vous permettra d'être plus motivé, plus d'aller, de ne pas perdre la direction. On dit qu'un de nos cadres en PNL, c'est le cadre objectif. Ben, en voilà un. Et c'est une méthode à l'ancienne, une méthode écrite sur un bout de papier, la méthode Coué, qui sera... Et faites le test, vous allez voir, ça fonctionne super bien. Donc, écrivez des phrases, remplissez des feuilles, jusqu'à ce que vous soyez touché émotionnellement. Philippe, je crois que on est en train d'arriver à la fin du live. Oui, alors je ne sais pas comment on remet. Voilà, j'ai trouvé. Voilà, j'ai trouvé. Voilà, c'était un live un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Il n'y a pas eu d'induction, il y a eu quelques exercices qui vont vous servir après. Ça va vous occuper un petit peu. Et j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, dites-le. Partagez, cliquez sur des trucs, des machins, des petits cœurs, je sais pas moi, des pouces. Il paraît qu'il y a. Je connais pas bien ce système-là. Donc, si vous en voulez d'autres comme ça, ben dites-le dans les commentaires, dites-le et on essaiera de vous faire d'autres sujets du même type, un peu différents, changer un peu de votre routine quotidienne dans ce confinement et vous apporter peut-être autre chose, une autre dimension de réfléchir à l'avant et à l'après. Jean-Charles, si tu veux dire un mot de... Moi, déjà, je salue mes élèves de Bordeaux. En fait, quand le confinement a été déclaré, c'était le deuxième jour d'un maître Prat PNL à Bordeaux. Et c'était le dernier module, celui où on était en plein milieu des valeurs, des croyances, de l'identité, tout ça. Et je sais qu'ils regardent le live. Donc aujourd'hui, bah, une dédicace spéciale pour vous aujourd'hui, ce travail sur les valeurs. De toute façon, on se reverra dans pas longtemps vu que on va reprendre là où on a laissé. Euh, et, et, euh, et merci pour ce partage, Philippe. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, partagez vos liens sur les moyens informatiques, Facebook, YouTube, je ne sais pas tout ce qu'il y a. Faites savoir qu'on soit de plus en plus nombreux à prendre le café ensemble, ça serait bien. Et puis, alors, un petit rituel de fin. Si vous en avez pas marre de me voir, allez voir le Tea Time à 17h. Parce que je crois que c'est une conférence que j'avais faite sur différents styles d'enseignants pour différents styles d'apprenants. Voilà, bon, c'est traité de manière humoristique, donc on verra si ça vous plaît. Très belle conférence, sublime conférence même. Et je vous dis, synapsez-vous. À très bientôt. Synapsez-vous.